Michael Jackson, le roi incontesté de la pop, l'indétrônable géant de la musique, un homme très doux mais profondément tourmenté. Derrière les projecteurs, Michael a enduré la violence psychologique toute sa vie. Et même aujourd'hui, bien des années après sa mort, personne, absolument personne, peut dire qu'il ne connaît pas Michael Jackson. Bienvenue dans la première partie de l'iceberg. Mon nom est Nancy, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Je vais vous accompagner tout au long de cette plongée jusqu'au cœur sombre du gigantesque iceberg Michael Jackson. C'est la première fois que je fais un iceberg, alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Préparez-vous parce que ce que vous pensez savoir sur lui n'est que la partie visible de l'iceberg. Installez-vous confortablement, on plonge les amis. Impossible de parler de la montée fulgurante de Michael Jackson sans parler de son père, Joe Jackson, et de ses frères, bien entendu. Joe Jackson n'était pas un homme très tendre. Il n'était pas non plus un père comme les autres. Avant de devenir la tête dirigeante des Jackson 5, il était un simple ouvrier d'usine à Gary, en Indiana. Un musicien raté et je dirais même frustré, qui s'est fait bouffé par ses rêves brisés, puis qui a fini par garrocher toute son ambition sur ses enfants. Avant la scène, avant les cris, avant que naisse la légende, il y a une petite maison qui est située au 2300 Jackson Street à Gary, en Indiana. C'est un peu ironique, non? Le nom de la rue porte le même nom que Michael Jackson. Une maison de 2 chambres, 10 enfants. Pas de luxe, hein? Peu d'intimité, et plutôt pas pantoute d'après moi, et encore moins de tendresse. Michael vient au monde en 1958. Son père Joseph Walter Jackson manœuvrait une grue dans une grosse shop d'acier. Sa mère, Catherine, une femme bien tranquille, croyante jusqu'au bout des doigts, a élevé ses enfants avec une patience d'ange, sans jamais hausser le ton. Joe et Catherine se sont rencontrés au début des années 50 à East Chicago. Elle est tombée vite en amour avec lui. Lui, il a vu en elle une femme stable, discrète, puis prête à tout pour sa famille. Ils se sont mariés en 1949, mais dès le départ, il y avait comme un gros déséquilibre dans le couple. Joe, c'est un gars très froid, autoritaire et ambitieux. C'est lui qui impose les règles dans la maison. Il surveille chaque sou qui sort. Il contrôle les horaires, les allées et venues de tout le monde. Tout passe par lui. La maison, c'est pas un foyer, là, c'est une caserne. Fallait marcher droit, manger vite, puis surtout se taire. Michael a déjà dit que juste entendre les pas de son père dans le corridor, ça lui gelait le sang. Il se mettait à trembler, raide comme une barre. Pauvre enfant. Dans ce temps-là, la pauvreté s'était collée à la peur comme du ciment. À Gary, les Jackson vivaient dans un quartier ouvrier très très pauvre, puis séparés du reste du monde à cause de leur couleur de peau. Le racisme était partout. Pour Joe, la discipline vire à l'obsession. Ses enfants, c'est sa seule chance pour se sortir de la misère. Mais grimper, ça va se faire au prix de la peur. Joe, il parle pas, lui. Il commande. Il demande pas, Non, il demande rien. Il exige. Point final. Il console pas non plus, lui. Il frappe, froidement, sans un mot. Puis Catherine, elle prie. Elle encaisse. Elle ne le contredit pas. C'est peut-être à cause de sa foi ou peut-être par peur. Mais elle est là, mais elle ne peut rien y faire. C'est une témoin silencieuse d'un vrai dressage plutôt que d'une éducation. La maison, c'est plus un foyer, là. C'est un champ de répétition. Avant même les projecteurs, c'est Joe qui mène. C'est lui qui dicte les règles. Les enfants, pas le droit de jouer avec les voisins, pas de télé la semaine, même pour manger. Il fallait lui demander la permission, mais surtout pas d'erreur. Jamais. Un jour, il pogne Tito en train de jouer avec sa guitare. Normalement, ça aurait fini en volée, mais cette fois-là, ça a déclenché complètement autre chose. Joe, il a vu tout de suite le potentiel. Il hésite pas une seconde. Son salon devient une salle de répétition, puis sa maison
une vraie caserne musicale. Puis ses enfants, ben, des petits soldats avec du rythme. Ils ont du rythme en masse. Les répétitions, c'est rendu à tous les jours. Sont longues, sont intenses, ça n'a pas d'allure. Pendant que les autres enfants jouent dehors, les petits Jackson, eux autres, répètent en boucle les pas de danse, les harmonies vocales, sous l'œil de Joe, assis dans son coin, le monsieur avec la ceinture à la main. Pas question de se tromper, là. Même respirer, il fallait faire ça droit. Il fallait être parfait parce que Joe, lui, il a raté son coup, hein. Mais ses enfants, eux, ils n'ont pas le droit, hein, d'échouer. Jamais. Michael, le plus jeune des petits gars, il attire vite l'œil de son père. Il chante avec une intensité qui fesse, surtout pour un enfant de cet âge-là. Puis quand il danse, on dirait qu'il est né sur scène. Il a juste 6 ans, le petit. Mais pour Joe, c'est déjà très clair. C'est lui, l'atout numéro 1. C'est le centre du groupe, le diamant brut. Mais ce diamant-là, Joe, il taille pas avec douceur, hein? Il le sculpte à coups de peur, de discipline puis d'humiliation. Les coups pleuvait souvent, mais c'est les mots qui faisaient le plus mal. Hein? Il lui disait « T'es laid, ton nez est trop gros, t'as pas de valeur ». C'est ça qu'il entendait jour après jour, pendant qu'on le préparait à devenir une star mondiale. Les Jackson 5 commencent à jouer dans des clubs, des bars, des salles pleines de fumée. Michael a à peine 7 ou 8 ans, puis il chante devant des adultes jusqu'à très tard dans la nuit. Après le show, il s'endort à l'arrière du van familial. Puis au petit matin, il file à l'école, les yeux à moitié fermés. L'enfance, lui, il connaît pas ça. Tout ce qu'il connaît, c'est la scène. Dans ce temps-là, il n'y a personne qui parle de traumatisme. Hein? On parle de talent, de discipline, hein, d'un miracle familial. Mais dans l'ombre, il y a quand même un petit gars là, qui commence déjà à se déconnecter de lui-même juste pour survivre. Parce que Joe, lui, il voit pas un fils en Michael. Il voit un produit, un investissement. Pour Joe, Michael, c'est plus qu'un fils, là. C'est un véhicule pour ses rêves à lui. Un investissement à rentabiliser. Puis les frères, eux autres, sont là, hein, ils chantent, ils travaillent fort. Mais ça prend pas de temps qu'ils comprennent, hein. Michael n'est pas comme les autres. Il brille plus. Il attire les regards. Il est plus que juste un des gars. Michael, lui, comprend aussi ça. Il n'a pas le droit à l'erreur. Parce que s'il chute, c'est toute la machine familiale qui s'écroule. Il devient à la fois le joyau, puis en même temps la cible. Il fait pas ses débuts dans des petits shows de quartier. Il commence sa carrière dans les clubs réservés aux adultes. Ça n'en dit long. Dès 1964, les Jackson 5 ils se produisent au Mr. Lucky's Lounge à Gary, en Indiana. C'est un vrai nightclub, là. C'est pas une place pour les enfants. Le Rock'n'Roll Hall of Fame reconnaît même ce contrat-là comme leur premier vrai engagement. 5 à 7 soirs par semaine. Rien de moins. Le circuit grossit vite, des bars pleins de fumée, puis il y en a même qui ont des stripteaseuses en première partie. Joe, il surveille tout. Plus ça paye, plus les enfants jouent tard. Pendant les premières tournées, toute la gang dort dans une chambre d'hôtel, tous ensemble. Les plus vieux, surtout Jermaine et Jackie, ils ramènent des fans direct dans leur chambre. Hein? Des groupies. Joe, il dit rien. Il ferme les yeux. Les filles, eux autres, ils s'installent carrément sur l'autre lit. Puis Michael, puis Marlon, trop jeunes pour comprendre, se font dire « Faites semblant de dormir ». Il y a une groupie qui racontera plus tard qu'en quittant la chambre, elle a entendu Michael chuchoter « Beau travail, on peut dormir maintenant ». C'est pas arrivé juste une fois, c'était devenu une routine. Michael, encore enfant, les yeux fermés, à même pas 1 mètre des ébats sexuels de ses frères. Plus tard, il dira que tout ça l'a laissé mêlé, même honteux, puis mal à l'aise avec la sexualité pour le reste de sa vie à cause de ça. En 1968, Bobby Taylor, un chanteur associé à Motown, il repère les Jackson 5 dans un concours de talent à Chicago. Il capote. Puis, il recommande direct à Berry Gordy, le grand boss de Motown Records. Joe Jackson, lui, hein, il saute sur l'occasion, là, sans hésiter une seconde. Il amène ses fils à Détroit pour une audition privée dans les studios de la Motown. Michael a 10 ans à peine. Ce jour-là, il chante « Who's Lovin' You » de Smokey Robinson avec une intensité qui bouleverse tout le monde.
Gordy, complètement impressionné, hein, il dit « Ce garçon-là, il y a quelque chose qu'on peut pas acheter. Il est né pour ça. » Bien sûr, le contrat est signé, hein, mais ce que bien du monde sait pas, c'est que dans l'ombre, un mensonge médiatique était déjà en train de se mettre en place. Pour frapper fort avec le lancement du groupe, Berry Gordy invente une histoire. Il fait dire que c'est Diana Ross qui a découvert les Jackson 5. Une légende montée de toutes pièces, juste pour le show. L'album sort sous le nom de Diana Ross Present The Jackson 5. Sur la pochette, c'est elle qu'on voit. Dans les crédits, c'est elle qui prend la parole. Puis dans les entrevues, c'est elle qu'on félicite. Mais la vérité, c'est que Diana n'a jamais découvert les Jackson 5. Cette histoire-là, c'était juste pour faire vendre. Elle a juste été placée là, elle, pour leur donner de la crédibilité aux yeux du grand public. C'était la première fois, mais loin d'être la dernière, que l'image allait passer avant la réalité, hein, dans la vie de Michael Jackson. Les Jackson 5 signent avec Motown, mais ils ne contrôlent absolument rien. Les chansons, c'est The Corporation, une gang de producteurs maison qui écrit absolument tout. Les arrangements, les costumes, même les entrevues, tout est décidé en haut lieu. Même leur façon de parler aux journalistes est contrôlée. On leur apprend à répondre là, comme des enfants modèles, parfaits, polis, toujours souriants. Joe Jackson, lui, qui pensait garder le contrôle, là, se fait tasser là, tranquillement. Il devient juste un gérant de tournée, un figurant dans une machine rendue bien plus grosse que lui. Puis Michael devient le centre de tout. Le cœur battant de la machine. À la fin de 1969, I Want You Back explose. Puis viennent ABC, The Love You Save, I'll Be There. 4 numéros, un consécutif, un record. Michael a juste 11 ans. Le groupe devient un vrai phénomène. Les salles se remplissent à craquer. Mais les ventes aussi, hein, elles explosent par le fait même. La Jackson Mania est lancée, ça y est. Mais ce succès-là vient avec un prix. Michael n'a plus d'enfance. En a-t-il déjà eu une? Puis la liberté, oublie ça, hein? Elle est partie avec. Puis surtout, il n'y a plus de voix à lui. Il ne compose pas. Il décide de rien. Il fait juste exécuter comme un petit soldat. Chaque jour, il devient un peu plus un personnage. Un petit bonhomme en veston, là, parfaitement coiffé, parfaitement stylisé. Mais en dedans, c'était un petit garçon là, qui se déconnectait de lui-même. Hein? Un peu plus à chaque jour. Michael le dira même plus tard. Je devais sourire quand je voulais pleurer et je devais chanter quand je voulais dormir. C'est très cruel. Motown veut que les Jackson 5 restent toujours des enfants à cette époque-là. Mais pour toujours, là. Même quand leur voix change, même quand eux, là, ils veulent juste grandir un peu, les producteurs veulent rien savoir. Pas question d'adapter les chansons. Ils veulent garder l'image. Les petits frères souriants qui font danser l'Amérique blanche. Mais Michael, lui, il commence à rêver, là, de d'autres choses. Il veut plus. Il veut créer, lui. Alors il se met à écrire en cachette. Il observe, il écoute, puis il apprend. En 1975, Joe Jackson négocie un contrat avec un autre label, Epic Records. Mais Motown, il leur interdit de partir avec le nom Jackson 5. Alors, ils deviennent The Jacksons. Mais pour Michael, c'est pas juste un changement de nom, là. C'est un geste de libération, enfin. La première vraie étape vers l'autonomie artistique. Motown lui a donné la célébrité, hein, mais Motown lui a aussi laissé l'impression d'être un pantin, hein, dans une vitrine. Il lui faudra encore des années, puis beaucoup de douleur pour reprendre possession de sa voix. Mais cette voix-là, quand elle va se libérer, elle va changer le monde. La suite de cette transformation commence avec des années épiques. Et tout ça va atteindre son sommet avec son album. Un seul mot, un vrai séisme mondial. Thriller. On est le 30 novembre 1982 quand l'album sort. 9 titres, une révolution. C'est produit par Quincy Jones. Écrit en grande partie avec l'obsession d'un homme qui veut briser
toutes les barrières raciales, artistiques et culturelles. Le succès est instantané, total, historique. Je m'en souviens, j'étais jeune. Thriller devient l'album le plus vendu de tous les temps. Plus de 70 millions de copies vendues. 7 chansons sur 9 deviennent des hits mondiaux. Hey, c'est gros, là! Puis pour la première fois, MTV diffuse en boucle le clip d'un artiste noir. C'était une première, une révolution. Billie Jean fait sauter les barrières. Beat It fait jaser la pop puis le rock ensemble. Thriller, avec son court-métrage chorégraphié, redéfinit à jamais ce qu'on appelle un clip musical. Je m'en souviendrai toujours. Michael, lui, il danse. Il électrise la planète, il transforme le monde. Mais pendant que tout le monde célèbre, l'homme, lui, il s'efface. Le clip de Thriller, avec ses zombies puis ses transformations, déclenche une vraie crise dans sa famille. Les témoins de Jéhovah, dont Michael fait encore partie, condamnent la vidéo comme étant satanique. Michael, il se sent pris. Alors, il ajoute un avertissement au début du clip là, qui disait « Je n'ai aucune affiliation avec l'occultisme. » Mais le doute, là, il est déjà semé. Puis Michael commence tranquillement à se détacher de ses racines. En 1987, il quitte officiellement les témoins de Jéhovah. Son apparence, elle change aussi. Il devient plus pâle, plus mince. Des rumeurs partent en vrille. Chirurgie, maladie, blanchiment de peau. Je me souviens très bien d'avoir entendu ça. Mais Michael, lui, il répond pas. Tout ce qu'il fait, il travaille. Dans l'appartement qui s'est fait aménager dans le studio d'Encino, il dort à peine 3 à 4 heures par nuit. Il répète tout seul. Il mange sur un plateau en silence, puis il retourne enregistrer. Les techniciens disent l'avoir entendu parler doucement à son perroquet, puis à ses serpents qu'il garde dans des terrariums. Il leur parle comme s'il comprenait la musique. Ben, pourquoi pas? Il appelle même sa cabine d'enregistrement le laboratoire. C'est son refuge, mais c'est aussi sa cage. À mesure que Thriller triomphe, sa routine d'insomnie empire. Incapable de dormir naturellement, il commence à supplier ses médecins de lui donner des sédatifs puissants. C'est là que commence l'engrenage. Quelques années plus tard, il sera dépendant au propofol, juste pour réussir à dormir. Son besoin de connexion se déplace vers les animaux. Le chimpanzé Bubbles devient son meilleur compagnon. Il passe ses journées avec lui. Il dort parfois dans un berceau à côté de son lit. Il aimait ce singe-là. Puis, il assiste même aux séances d'enregistrement de l'album Bad. Michael, il lui parle, il lui montre le moonwalk, son petit pas glissant en arrière. Puis, il dit aux journalistes qu'il préfère la compagnie de son singe à celle des humains, qui sont trop portés à le juger. Au printemps 1983, pendant le spécial télé Motown 25, il monte sur scène avec un seul gant blanc, couvert de strass. Le public pense que c'est juste un accessoire, mais en réalité, il cherche déjà à cacher les premières taches de vitiligo qu'il a sur sa main droite. Ce gant devient un symbole, un signe de ralliement. Il est tellement associé à lui que certaines écoles finissent par interdire aux élèves de porter des gants blancs pour éviter les débordements. Puis, le 27 janvier 1984, c'est l'accident. Vous savez, l'accident sur le plateau de tournage pour une pub Pepsi à Los Angeles. Il y a un jet pyrotechnique qui est parti trop tôt. Les étincelles, ils ont mis le feu dans ses cheveux. Michael, il a subi des brûlures au 2e degré et au 3e degré au cuir chevelu puis au visage. Une douleur chronique, elle va s'installer. Et avec cette douleur, l'usage des opioïdes puis des sédatifs. Une dépendance qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Cette vie-là, recluse, enfermée dans son laboratoire, combinée à la douleur, laissée par l'accident à Pepsi, puis son obsession de perfection depuis qu'il est enfant, ça a créé un terrain parfait pour
pour la dérive. Michael s'enfonce dans les médicaments, il s'isole, il devient de plus en plus parano. Le 14 avril 1985, le tabloïd britannique The Sun publie un article moqueur sur ses soi-disant bizarreries. Sa chambre pressurisée, son singe Bubbles, son visage qui change. Le titre frappe comme une claque. Il l'appelle Waco Jacko. Waco pour le fou et Jacko, c'est un surnom cockney dérivé d'un singe de foire au 19e siècle. En 3 syllabes, le plus grand artiste noir de la planète, il est réduit à une créature de cirque. Le surnom traverse l'Atlantique, puis il s'incruste dans les talk shows, dans les médias américains. Puis, il colle fort à part de ça. Parce qu'avec ce nom-là, on peut tout dire, tout faire, tout salir. Michael, là, il supplie les journalistes d'arrêter. Ses avocats ajoutent des clauses dans les contrats d'entrevue pour interdire qu'on utilise ce surnom-là. Aucun respect, rien à faire. Plus il résiste, là, plus il proteste, plus les journaux en rajoutent. La machine est lancée. Puis à chaque changement là, dans son apparence, chaque geste bizarre là, pour eux, vrai ou inventé, là, ça nourrit juste la caricature. Aux yeux du monde, il mérite ce surnom. Mais ce glissement-là, il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec un contexte bien précis. Une société qui a encore du mal là, à accepter qu'un homme noir domine la culture populaire mondiale. Waco Jacko, c'est juste une soupape. Une façon de le ramener à sa place, celle de bouffon. C'est pas juste un surnom, c'est une insulte chargée. Ça combine 2 vieilles méthodes racistes, là. Psychiatriser quelqu'un là, avec le mot Waco, puis animaliser ce même quelqu'un avec le Jacko pour le singe de cirque. C'est puissant, puis c'est très dangereux. Quand les premières accusations d'abus sexuels arrivent là, en 1993, le terrain qui est déjà préparé. Ça fait 8 ans là, qu'on le traite de fou. Alors forcément, dans la tête du public, il était peut-être capable là, de faire n'importe quoi, vu qu'il était fou. La machine médiatique a son personnage. Un personnage déjà déshumanisé, là, déjà coupé de toute crédibilité. Waco Jacko, c'est plus qu'un surnom. Là. C'est un prisme déformant. C'est un filtre qui rend n'importe quelle rumeur crédible. Pour Michael, la blessure est tellement immense. Ses proches disent là, qu'il faisait retirer les journaux à scandale des kiosques de Neverland. Il pleurait tout seul quand un garde lui lisait un titre avec ces mots-là. C'est comme ça qu'est née la caricature. À la croisée du racisme ordinaire, de la chasse au scandale, de l'incapacité des médias à le voir pour ce qui était, seulement un homme complexe, différent des autres. Puis le pire là-dedans, c'est que cette caricature-là a survécu même après sa mort. Preuve que les mots, quand ils sont choisis pour blesser, ils peuvent continuer à faire mal, même quand la personne n'est plus là pour les entendre. Maintenant, plongeons un peu plus dans ce iceberg pour la suite des grands scandales et chutes médiatiques. Michael est au sommet. Dangerous cartonne. La tournée mondiale est un franc succès. Il vient d'acheter Neverland, son sanctuaire, son monde à lui. Mais le 17 août, une plainte est déposée. Evan Chandler, un dentiste à Los Angeles, il accuse Michael Jackson d'avoir agressé sexuellement son fils, Jordan, de 13 ans. Au départ, Chandler ne contacte même pas la police. Il contacte un avocat et, écoutez bien, un scénariste. Mais pourquoi un scénariste? Il exige 20 millions de dollars pour ne pas aller plus loin dans sa plainte. Bien sûr, Michael, lui, refuse. L'affaire devient publique, les médias s'emballent comme d'habitude. Les tabloïds, déjà nourris avec le Waco Jacko, là, ils passent en mode carnassier maintenant. Jordan Chandler est interrogé. Il décrit des détails anatomiques censés prouver les abus. Écoutez bien ça. Vous n'en reviendrez pas. Michael, il est contraint de subir une fouille corporelle, mais attendez, photographiée nu. Pour comparer les petits dessins de l'enfant là, avec les photos de lui tout nu, l'examen conclut à des incohérences. Mais l'humiliation, elle, est faite, là. Il aurait dû y poursuivre. En janvier 1994, sans procès, Michael accepte de verser 23 millions de dollars à la famille Chandler en voulant dire « fichez-moi à paix ». La justice pénale, elle, ne poursuivra jamais
Jordan, l'enfant, il refuse, lui, de témoigner. Hey, c'est donc pas une affaire classée, là, faute de preuve, mais plutôt pour faute de plaignant. Ce que peu de gens comprennent, là, c'est que pour le grand public, l'accord financier vaut un aveu de la part de Michael. Les médias, ils relaient le chèque plus que l'enquête. Michael, pourtant brisé totalement, il est désormais coupable, mais par perception. Il quitte la scène, il voyage, il s'effondre complètement, le gars. Il entre dans une spirale d'insomnie. Pour tenir debout, Michael commence à s'appuyer sur une liste croissante là, de substances de toutes sortes. Le Valium, l'Ativan, le Xanax pour traiter son anxiété, du Démérol et autres opiacés pour atténuer ses douleurs chroniques. Mais surtout, là, le Propofol. C'est un anesthésiant qui est réservé spécifiquement au bloc opératoire. Il en recevra là, parfois à domicile en intraveineuse, simplement pour pouvoir dormir. Michael, il n'est pas toxicomane. Hein, il n'est pas à la recherche de l'euphorie. Tout ce qu'il cherche, c'est du silence, l'interruption des flashs, une vraie bonne nuit noire. Il veut seulement une nuit paisible, puis il n'est pas capable de dormir. En 2003, alors qu'il tente de revenir là, sur la scène avec l'album Invincible, un nouveau scandale explose. Gavin Arvizo, 13 ans, atteint du cancer, il accuse Michael d'attouchement. Cette fois-là, c'est le procès. Le monde entier, hein, regarde. 14 chefs d'accusation. C'est la prison à vie là, s'il est déclaré coupable. Michael, il comparaît tous les jours. Il est amaigri, méconnaissable. Il semble tellement fragile. Durant 4 mois, plus de 130 témoins défilent. Les versions s'opposent toutes. Les incohérences s'accumulent. L'accusation s'effondre complètement. Les jurés sont unanimes. Michael Jackson, il est acquitté de tout. Mais il est trop tard. Là. Toutes les images là, du procès, les unes des journaux, les moqueries, les insultes, il n'y a rien qui s'efface. Là. Sa vie est gâchée, est finie. Là. Même blanchi de tout, il reste abîmé. Même libre, il reste figé. Nous sommes maintenant rendus en 1991. Michael sort Dangerous, un album ambitieux, produit sans Quincy Jones cette fois. Et pour la première fois, sans œillère commercial. Michael veut aller plus loin, plus dense, plus politique. Le premier single, Black or White, parle d'unité raciale. Le clip se termine sur une danse bestiale, agressive, que les médias jugent trop sexuelle. Il est censuré partiellement, mais Michael, il recule pas, lui. Dangerous, c'est l'album d'un homme qui tente encore de croire en l'impact de sa musique. C'est un message au monde, un cri d'alerte, une prière. La tournée commence et tout change. La Dangerous World Tour débute en juin de 1992. 69 dates bookées, 3 500 000 spectateurs, 100% des bénéfices reversés à sa fondation Heal the World. Sur scène, Michael, il est au sommet de sa puissance. C'est militaire, c'est spirituel, c'est une liturgie moderne. Et en coulisses, c'est tout l'inverse. Entre 2 dates de spectacle, Michael rentre dans son royaume à Neverland. 3000 hectares, un parc d'attractions, un train miniature, un zoo, une salle de cinéma. C'est Disneyland, mais sans les touristes. Un endroit clos, silencieux, sélectif. Michael s'y déplace en petite voiturette. Il regarde les girafes, il parle à ses perroquets. Il fait pas de mal à personne. Là. Il regarde des dessins animés, il mange des bonbons, il fait des tours de manège. Il dort parfois dans un lit d'enfant, pleure souvent tout seul. Neverland, c'est pas juste un caprice de riche, c'est une régression volontaire, un lieu pour pas devenir adulte, un endroit où le temps est suspendu. À cette période-là, Michael s'entoure de plus en plus d'enfants, malgré les accusations du passé. Des enfants malades, des enfants pauvres, des enfants fans. Il les fait venir à Neverland, il leur offre des jouets, des projections privées. Il les écoute, il rit avec eux, il les traite comme ses égaux. Et quand les adultes lui demandent
Pourquoi? Il répond tout simplement parce que les enfants ne jugent pas eux, parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils m'aiment sans condition. Michael, il ne joue pas à l'enfant. Il tente de devenir un enfant à nouveau, de remonter dans le temps, l'enfance qu'il n'a pas eue. Le monde extérieur lui fait peur. L'adulte lui fait peur. La sexualité, ça l'angoisse. Le mensonge des adultes l'épuise au plus haut point. Il veut vivre dans un univers contrôlé, sans violence, sans sexe, sans trahison. Et qui peut mieux incarner cette pureté-là que l'enfance elle-même? Michael là, s'habille comme Peter Pan. Il lit des contes de fées. Il se photographie en roi de l'innocence. Mais derrière ce décor, là, il y a un grand vide, hein, qui continue de grandir. Le public l'adore encore, mais les journalistes s'interrogent. Les rumeurs commencent à apparaître encore une fois. Pourquoi un homme adulte passe-t-il autant de temps avec des enfants? Pourquoi fuit-il les adultes, les femmes et le monde réel? Parce que c'est pas vivable peut-être? Mais pour Michael, la question ne se pose même pas. Il fuit la blessure, pas la norme. Il cherche un abri, pas un scandale. Et après, Michael vit entre deux mondes. Sur scène, il est une icône et à Neverland, un enfant figé dans le rêve. Et là, les amis, commence la partie 2 de l'iceberg. Ainsi s'achève la première couche de l'iceberg, celle que le monde entier a regardée sans vraiment voir. Moi, la première. La success story, le prodige, le génie planétaire. Mais sous la surface, il y a une autre histoire qui attend. Une histoire beaucoup plus trouble, bien plus dérangeante, faite de scandales, d'abandon, de manipulation et peut-être même d'un complot. Dans la partie 2, nous descendrons beaucoup plus bas encore. Il y aura une partie 3 aussi. Et celle-là, t'en reviendras pas. Alors, si cette plongée-là te tente et te parle, si tu sens que tout n'a pas encore été dit, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, à Livre ouvert. Active la cloche et sois là pour la suite de cet iceberg sur Michael Jackson. Parce que ce que vous avez vu jusqu'ici n'était que le début, mais ce que vous découvrirez, c'est du lourd, c'est vrai et le monde a le droit de savoir.